Ben, merci à tous d'être présents et merci à Landéa pour l'accueil. Le but de ce deuxième temps pour le mois de l'ESS, c'était de pouvoir échanger sur la quête de sens au travail. Il y a des partages d'expériences en fait, de personnes qui ont eu cette réflexion de quête de sens et qui ont mis en place des projets personnels ou professionnels pour essayer d'y répondre. Nous, on a sollicité donc, Mathieu Lillier de Landéa, Iñaki Noblia, avec alors le nom de ta structure, je ne me rappelle plus. C'est un mon nom. Oui, c'est ton nom. Ouais. C'est Iñaki Noblia Cambly. Avec un K. Et Sigrid Dumas, notamment, qui a fondé le nouveau guide en Pays Basque, et donc Claire Rochoux de Mido. Voilà, donc le but, c'est que peut-être chacun puisse expliquer son parcours personnel et professionnel et sa réflexion de quête de sens qui l'a amené là où chacun est aujourd'hui. Alors peut-être, Mathieu, je te laisse la parole en premier, vu qu'on est dans vos locaux à Landéa, et peut-être 2 mots sur le lieu pour les personnes qui ne le connaissent pas. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, je ne dis pas bonjour, on l'a dit tout à l'heure. Le lieu, c'est une ancienne menuiserie qui a plus d'1 siècle et qui a été reprise au départ par un menuisier qui s'appelle Alain Douillet, qui cherchait un atelier et puis qui l'a ouvert. C'est possible de parler un tout petit peu plus fort. Ah oui, je peux, oui. Donc au départ, c'était une menuiserie et puis il y a 8 ans de ça maintenant, 9 ans. Ouais, 9 ans. Il y a 9 ans de ça, il y a donc Alain Douillet qui a repris la menuiserie pour en faire un espace collectif. Il y a 2 autres personnes qui se sont jointes à lui pour commencer à écrire les statuts de Landéa. Et le but, c'était d'utiliser un espace pour accueillir toute personne qui a besoin d'espace pour créer, construire, réfléchir, s'amuser, faire toutes choses. Voilà. Et sans vraiment de conditions et avec une réflexion sur une gouvernance horizontale. Et voilà. Ça, c'était le projet de base. Et puis, au fur et à mesure que les personnes sont arrivées, ça a été un petit peu modifié, un petit peu réécrit. Ça a été un petit peu plus loin dans la réflexion du non-pouvoir et de l'argent, et de toutes ces choses. Voilà, donc à l'heure actuelle, il y a un peu plus de 16 personnes qui occupent le lieu de manière, on va dire, permanente, c'est-à-dire qu'ils ont un espace qu'ils utilisent quand ils ont besoin et sur lequel ils peuvent laisser leurs affaires. Et voilà, même si les espaces sont modulables. Et des personnes qui viennent temporairement ou occasionnellement dans ce lieu pour profiter du lieu, comme ce soir. Voilà. Grosso modo, pour la faire très vite. Et quel métier, en dehors de celui de menuisier, il y a Donc là, il y a 4-5 menuisiers en bas, plus 4-5 personnes qui travaillent le bois occasionnellement, qui viennent utiliser l'espace de la menuiserie. Donc, potentiellement 10 personnes qui utilisent les mêmes machines, le même parc-outil, etc. Le parc-outil, une partie vient de la menuiserie, les grosses machines en l'occurrence, enfin certaines grosses machines. Les autres, c'est des investissements personnels. En l'occurrence, moi j'en ai beaucoup, parce que j'étais à mon compte il y a longtemps. Et donc les outils sont à disposition. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé de fonctionner comme ça à Landéa, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Et j'y reviendrai peut-être plus tard, mais en tout cas mes outils sont à disposition des 10 personnes qui utilisent l'atelier et des personnes que je ne connais pas. Voilà. Ensuite, il y a un luthier guitare qui est en bas et un luthier de ngoni, c'est des instruments africains, qui est à l'étage, là, derrière la porte. Il y a une maître verrière, on appelle ça comme ça. C'est pas une vitrailliste, c'est une maître verrière. Il y a 3 céramistes, une archetière qui fait des archets de violon et violoncelle, une peintre, une deuxième peintre, une personne qui fait de la sérigraphie illustration, ouais. plasticienne. Ouais, voilà.
une musicienne, artiste, Des gens de passage. et puis des gens de passage. Enfin, voilà. Un passage pas toujours très sage, mais qui passe Donc, souvent voilà, mon temps. on y fait des événements, des concerts, Encore de des lectures, des festivités diverses et variées. Voilà. Et du coup, peut-être par rapport à la quête de sens, le fait d'être, de participer à ce lieu, à quoi ça répondait comme, Comme besoin. comme envie. besoin, comme envie. Donc, du coup, j'attaque par moi alors. Je raconte un peu. On peut, hein, et après, comme ça. Sauf si on peut, on va rebondir après. Mais... pour ma part, la quête de sens, en tout cas, elle a commencé quand j'étais adolescent sur la réflexion des enjeux de pouvoir, de la décroissance et qu'est-ce que c'est que grandir, qu'est-ce que c'est que évoluer, s'adapter. Et dans ce lien à la décroissance, c'était, alors je ne mettais pas ces mots-là à l'époque, mais c'était finalement la résilience et l'adaptation et l'acceptation des choses. Donc ça me travaille depuis l'adolescence, vraiment. Donc rapidement, j'ai fait un métier où je me disais que je pouvais changer le monde, c'était dans l'audiovisuel. J'étais monteur son dans du cinéma alternatif pendant 5 ans à Paris. Et la vie parisienne ne me plaisait absolument pas. Donc j'ai quitté rapidement Paris pour me retrouver en campagne avec mes enfants. Donc là, c'est un premier sens. C'est d'abord la famille, d'abord l'être humain avant le travail. Et puis donc j'ai changé de métier. Et par la suite, j'ai voyagé dans différentes régions de France et à chaque fois, c'était pour m'enrichir finalement d'expériences de personnes anciennes sur la menuiserie, parce que c'était mon nouveau métier. Et le but, c'était, très rapidement, je me rendais compte que dans le nord de la France, on faisait comme ci, comme ça, c'était une tradition. Et puis quand on descendait dans le sud, moi j'arrivais avec mon bagage, donc je faisais comme ci, comme ça. Et on me disait, non, on ne fait pas comme ça. Et donc d'accepter, voilà, dans cette démarche d'acceptation, de toujours apprendre. Voilà. Pour moi, c'était être curieux et apprendre. Toujours accepter qu'il y a d'autres manières de faire, accepter d'être dans cette évolution et dans cette compréhension que plus je ferai de rencontres, plus je croiserai des regards différents, plus je m'enrichirai moi et plus je pourrai enrichir la personne qui est en face. Et plus on s'enrichit du partage, plus ça nous permet d'accepter et d'évoluer en pleine conscience. Voilà, c'était ma réflexion. Et il y a un truc que je maturais depuis longtemps, c'était la confiance inconditionnelle. Je vais y revenir, mais en tout cas, je voulais mettre en pratique ce que c'était que la confiance inconditionnelle, dans le sens, je peux laisser ma maison ouverte et accepter que quelqu'un vienne dormir dans ma maison que je ne connais pas, et qu'il fasse comme bon lui semble, et ça se passera très bien quoi qu'il arrive. Et donc, il y avait cette réflexion-là. Et ici, quand je suis arrivé ici, finalement, c'était ça avait déjà un petit peu été écrit, mais on a remodelé certaines choses pour que ça se vive vraiment. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui veut s'installer ici, on lui donne les clés, les numéros de compte sont là, et la personne, on lui exprime ce que ça veut dire d'être responsable. Et après, c'est un apprentissage commun de la responsabilité, du sens qu'on met aux choses, des relations humaines, etc. Mais en faisant confiance, en se disant que il y a des bugs, il y a des adaptations à faire, mais c'est pas grave. On ne s'arrête pas à ça. On ne s'arrête pas à ça, ça me plaît pas, et donc tu es comme ça, et donc les choses sont figées. Donc du coup, ça avait cette réflexion que les choses, elles évoluent tout le temps en fait. Que les gens, ils apprennent des uns des autres et qu'ils sont en perpétuelle évolution. Et ils ont leur cycle, leurs humeurs, leur temporalité. Et donc il y avait cette réflexion sur la confiance inconditionnelle, la temporalité, et
et l'amour. Voilà, la famille. Enfin, je dis l'amour, en fait, pour moi, parce que je viens d'une famille qui est très, très soudée, une famille où on est une quarantaine de personnes à être très soudées, à partir en vacances ensemble, à faire la fête ensemble, et il n'y a pas de tension, en fait. Voilà, j'associe pour ma part la famille à l'amour, et pour moi, l'Andrea, c'était une grande famille, ça l'est encore. Et même si pour certains, le mot famille ne résonne pas du tout de la même manière, donc, voilà, c'est l'amour, inconditionnel aussi. Voilà, dans un temps assez restreint, mon arrivée à l'Andrea et ma quête de sens à moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur sa quête de sens, Iñaki ou Cédric, par rapport au projet professionnel et à qu'est-ce qui a amené à... Après, je pense que ça pourrait être intéressant que tu expliques comment tu te retrouves aujourd'hui à travailler concrètement. Par rapport à ce que là, tu as parlé de ce que tu as cherché, et tu ne nous as pas dit comment tu l'as établi. Merci. Dans cette réflexion de l'acceptation et de la confiance, l'amour et la temporalité qui est un compagnon de jeu, on va dire. Des fois, je suis speed, des fois, je suis lent. Voilà, ça évolue. Ça dépend des personnes en face de moi, ça dépend de plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que le mettre en pratique, pour moi, c'était prendre le risque. Ça a été très rapidement ça, dès ma sortie en fait, de la vie parisienne, c'était je quitte tout, j'ai un enfant, et plus tard, j'en ai eu un deuxième. Je quitte tout, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais je prends le risque que mes valeurs soient plus importantes que mes finances, mon travail, toutes ces choses-là en fait. Et c'est quelque chose qui me suit depuis ce temps-là, c'est-à-dire l'acceptation de se mettre à son compte avec la volonté de ne pas gagner d'argent. C'est fondamental chez moi. J'ai un rejet de ce mode de fonctionnement qui est assez profond. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas gagner de l'argent. Si j'en gagne, tant mieux. Si je suis pauvre, tant mieux. J'en ai strictement rien à foutre. Le plus important, ça va être des projets qui ont du sens. Donc pour moi, vu que mes sens à moi, c'est la décroissance, c'est l'humain, c'est le partage, hein, c'est l'amour, c'est la confiance, et c'est tout ça. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, ou comme ça qu'on se grandit ensemble, et qu'on évite les guerres, qu'on évite... Pour moi, l'éducation nationale qui ne remplit pas ce rôle, faut le remplir dans ce sens-là. Enfin, ça, c'est ma réflexion. Et donc, ça veut dire former les gens, transmettre mon savoir, puisque au fur et à mesure, j'ai acquis des savoirs. Et les personnes que je rencontre ici qui débutent, pour certains, pour beaucoup même, dans le métier, c'est passer du temps à les former, passer du temps à prêter mes machines, à leur faire confiance, alors qu'ils vont mal les utiliser, à leur dire c'est pas grave, il faut tomber, il faut apprendre. Et si ça se casse, ça se répare, etc. Et finalement, ici, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à former les gens, gratuitement du coup, hein, c'est beaucoup de temps, et j'en fais pas mon métier du tout. Je passe beaucoup de temps à transmettre du savoir à des stagiaires que je prends, à des menuisiers qui se montent ici et qui n'ont pas d'expérience, et finalement qui tombent sur une menuiserie où le matos, il est là, ça leur coûte rien, et sinon ça ne serait pas possible. Le savoir quand ils sont perdus, là, quand vous êtes arrivé, il y a quelqu'un qui débute, qui fait un collage, il est en panique, ça ne se passe pas comme il veut, etc. Je n'avais pas prévu de l'aider, mais tant pis, je vais faire une pause. Donc ma temporalité qui était de passer l'aspirateur, de prévoir ici, de nettoyer, c'était plus possible, parce qu'il fallait être présent pour cette personne qui est en panique et en stress, et s'adapter. Voilà, tant pis, il y a des personnes qui proposent qu'est-ce qu'on peut faire. L'aspirateur, je suis désolé. C'est sans faire exprès, mais voilà, enfin, c'est voilà, s'adapter et aider les personnes qui ont besoin, là, qui sont dans le stress, et essayer de les apaiser, de réduire ce stress et d'accompagner ça. C'est pareil, quand j'accompagne les gens à construire leur tiny house, à construire, parce que c'est mon métier, ça pour le coup, je suis payé
à accompagner des gens qui ont des projets de construction de maisons. Et je le fais si c'est des projets qui ont un sens de décroître, qui ont un sens d'utiliser des matériaux locaux, c'est-à-dire pas de contreplaqué, pas d'OSB, très peu de vis, etc., etc. Et s'il y a un sens de vie, une réflexion de vie derrière. Si c'est des gens qui viennent me voir pour construire une maison, il y en a d'autres qui le font très bien. Si c'est des gens qui veulent construire une tiny, clé en main, mais qui n'ont pas de conscience derrière ou un sens derrière d'habiter dans cet habitat léger, il y en a d'autres qui le font très bien. Donc, autant faire travailler ceux qui font déjà ça, c'est leur métier. Moi, ce n'est pas, c'est pas mon envie. Mon envie, c'est d'accompagner et de former. Donc là, j'ai passé 1 an avec une personne qui est médecin, qui avait envie de construire une maison bois-paille, à l'ancienne, sans vis, tout à la cheville, avec la terre qu'il avait sur place, enfin, en utilisant très peu de matériaux transformés. Et donc, il a fallu passer 1 an à le former, à prendre toutes les tensions, les charges morales, les charges, Gestion humaine. les gestions humaines, etc. Parce que finalement, mon métier, c'est ça, et c'était ça quand je travaillais dans le son, c'était la gestion humaine. Dans l'audiovisuel, c'est la même chose, on passe 90% de notre temps à faire de la gestion humaine et 10% à faire de la technique. Donc, en fait, c'est un parcours qui me suit, c'est de la gestion de tension, et voilà, d'avoir cette capacité-là, et moi, ça ne me coûte rien, en fait. C'est plutôt facile. Donc, du coup, mon corps de métier, c'est ça. C'est transmettre, faire de la gestion humaine et montrer que tout est possible, certaines conditions, mais aller vers cette réflexion-là. Se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de rêver. Voilà. Donc, dans mon métier, je fais ça. En dehors de ma vie de famille avec mes 2 enfants. Est-ce que quelqu'un veut partager peut-être son expérience? À moins qu'il y ait peut-être des questions par rapport au parcours de Mathieu aussi. Je pense. Est-ce que du coup ça te suffit à gagner ta vie? Parce que j'imagine que tu dois aussi payer des factures et... Alors, oui, ça me suffit. Après, je suis parent isolé. J'ai 2 enfants à ma charge depuis 12 ans maintenant. Donc, quand on a 2 enfants et qu'on est seul, on a pas mal d'aide déjà. Donc ça aide. Et là, mes enfants partent. Ma grande vient de faire sa rentrée à Rennes en fac. Mon fils vient de faire sa rentrée en lycée, en internat. Donc, je me retrouve tout seul. Donc, par chance, je me suis construit une tiny. Donc, je vais l'intégrer dans peu de temps. Donc, je n'aurai plus de loyer, très peu. Je vis chichement. Parce que dans cette réflexion de décroissance, forcément, on ne consomme pas. Donc, j'achète pas de fringues, très peu. J'achète pas un paquet de trucs, en fait. Oh, du bon vin. J'achète du bon vin. Ouais, enfin, ça me fait plaisir, mais ça me fait même très plaisir. Là, je reprends goût à la montagne, donc je me suis racheté des choses de montagne, mais c'est des choses qui tiennent dans le temps. Ça tient 10, 20, 30 ans, quoi. Donc, j'achète peu de choses. Et je vis de peu. Donc, en fait, là, une fois que mes enfants sont partis, avec 500 €, c'est grand luxe pour moi. Et ça ne m'empêche pas de partir en vacances avec mon camion, et de partir en voyage et de me faire plaisir. Donc oui, ça me suffit. De toute façon, moi je partage avec toi l'idée que la quête de sens, elle est justement pour arriver à avoir ce qu'on n'a pas trouvé dans le monde du travail tel qu'il existe si on cherche à travailler autrement. Et, je suis un peu comme toi sur c'est pas grave, mon niveau de vie, c'est pas grave, ça vaut en fait le coup d'essayer de vivre selon ses convictions, en fait, selon ce qui vraiment nous fait nous bouger, nous meut quoi, dans nos tripes. Moi, c'est pareil, j'ai un parcours. Je resitue Mido pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on commence, et du coup, tout le monde ne connaît pas, ce qui est tout à fait normal. On est une entreprise sociale du numérique. On est installé à Sarre. Et du coup, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que justement, je n'ai pas eu l'occasion dans mes expériences de travail avant de trouver un travail qui a du sens, en fait.
J'ai commencé par faire des études de sociologie. Je me suis intéressée justement aux problématiques du logement et de la rénovation urbaine et du renouvellement urbain. J'étais à Bordeaux quand je faisais ça. Et donc, j'ai travaillé en cabinet d'études, d'urbanisme, agence d'aménagement, tout ça. Je pensais être dans une place où je serais utile pour faire quelque chose justement pour améliorer la situation du logement. Puisque j'avais mon bagage de sociologue, je connaissais bien les inégalités liées aux accès au logement, tout ça, les mécaniques. Et du coup, ça m'a tellement dégoûtée que je me suis dit, j'arrête ça, ça sert à rien, je ne veux pas participer à ça. En fait, j'étais devenue un rouage de la machine malgré moi, à contribuer, à continuer à faire des inégalités. Et je ne voulais pas ça. Du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle en chaudronnerie. J'ai toujours voulu faire un métier manuel. Je n'avais jamais été encouragée dans cette voie-là, puisque l'éducation nationale, tu l'as rappelé tout à l'heure, pas vraiment joue un rôle, le rôle qu'elle a envie de jouer, mais pourrait être utile autrement à la société. Donc j'ai fait cette reconversion professionnelle, toute contente de mes nouvelles compétences, de mon nouveau métier, de mon nouveau rapport au travail aussi, en me disant je vais retourner sur des choses plus simples, plus ouais, faire des objets en métal et qui soient du coup utiles et produire quelque chose d'utile. J'étais essayer de démêler ma pelote personnelle, essayer de faire quelque chose d'utile. Du coup, parce que je voyais ce que je faisais avant, c'était pas utile. Et ben, c'est comme tous les emplois, je me suis retrouvée au final à travailler à l'usine, à la chaîne, pour faire. Alors j'avais appris beaucoup de choses, beaucoup de compétences, et en fait dans mon travail, on en utilisait à peu près 5%, et de façon très répétitive, et je me suis retrouvée dans l'univers que je ne connaissais pas de l'usine. Alors si le bureau j'avais détesté, je peux vous dire que l'usine, c'est pareil en fait, avec d'autres travers. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, si ce n'est que du coup j'ai appris ce que je ne connaissais pas, qui était tout ce rapport ouvrier au travail, la conscience ouvrière, le rapport aussi de hiérarchie à l'usine. Se lever à 6h du mat, faire les 3-8, voilà, bosser quand on nous dit, comme on nous dit, et surtout n'avoir aucun, malgré sa compétence, n'avoir aucun droit de regard sur ce qu'on est en train de faire et sur la finalité aussi de l'activité. Et je trouvais ça très injuste. Et je m'apercevais qu'en plus, autant moi je débutais, bon, on pouvait ne pas me faire confiance, mais même avec l'expérience, on n'accordait quand même pas ce droit-là aux gens qui avaient l'expérience, aux anciens. Et du coup, je me suis dit que je ne voulais pas faire ça non plus. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Et ben, je me suis dit, je suis prête à faire quelque chose que je ne connais pas. En fait, ce que je ne veux plus faire, c'est le salariat. Voilà. Ce que je ne veux plus faire, c'est répondre à une annonce d'emploi où on va me dire quoi faire. Pour donner du sens à mon travail, il faut que je sois convaincue de son utilité. Et du coup, je suis dirigée vers l'entreprise sociale, l'entreprise responsable, l'entreprise d'utilité sociale. Une entreprise qui sert à quelque chose, pas qui fait du tatouage éphémère parce que c'est la mode et que ça se vend l'été sur la plage. Quelque chose d'utile vraiment, c'est-à-dire qui répond à un besoin ou à un manque d'accès dans la société pour tout le monde. Et du coup, j'ai développé avec une amie qui avait les mêmes réflexions que moi sur le monde du travail et le sens du travail, une entreprise sociale du numérique pour faire de la formation professionnelle accessible à tous. Parce que la formation professionnelle, ça. Voilà, non, c'est pas ça, j'en ai mis partout, Et, j'ai mis pause. La formation en général et l'accès à la connaissance est réservé à ceux qui peuvent se l'acheter, se le payer. Ça dépend donc beaucoup d'un niveau de revenu, d'un niveau de diplôme et aussi d'une situation géographique. Si vous n'êtes pas près d'une métropole, vous ne risquez pas d'avoir accès aux connaissances que peut-être vous cherchez à acquérir. Du coup, on a eu l'idée de développer une plateforme de e-learning, donc une plateforme d'apprentissage numérique, en partant de l'idée que le numérique, comme Internet, pour moi, Internet, c'est la connaissance à portée de clic. On trouve tout sur Wikipédia, on a des tonnes de tutos, on a des tonnes de recherches aussi. On a accès à la recherche scientifique. Donc, je me tiens au courant des recherches sur des sujets de société, sur le Cairn ou les archives ouvertes ou des choses comme ça. C'est vachement bien.
Du coup, on a eu l'idée de mettre la formation professionnelle à portée de tout le monde grâce à cette plateforme. Et du coup, ça demande à repenser le numérique. On ne fait pas du numérique comme Google, du coup. Ça n'a jamais été mon idée. Du coup, la plupart des entreprises du numérique font par exemple leur modèle économique sur la vente des données de leurs utilisateurs. Nous, il est hors de question qu'on fasse ça, sinon j'enlève tout le sens que j'ai mis dans mon travail. Du coup, chaque activité, chaque action m'amène à réfléchir au sens que j'y mets, en fait. Pourquoi je fais les choses? Et en fait, rien que se poser cette question de pourquoi je fais les choses, ben, c'est nouveau pour moi dans la pratique d'entreprise. Dans mon travail d'avant, dans mes travails d'avant, jamais on m'avait amené à se poser la question, jamais ça avait été présenté comme une question à se poser même. On ne pose surtout pas la question de pourquoi on fait les choses. Et pour moi, c'est ma façon d'amener du sens dans le travail. Et effectivement, c'est plus important que tout le reste, en fait. Du coup, je suis très à cheval là-dessus et en même temps, je teste avec la réalité. C'est-à-dire qu'il faut continuellement, effectivement, moi, j'ai mon idée du e-learning, de la connaissance pour tous, accessible à tous, mais je dois quand même m'enquérir de savoir ce qu'en pensent les gens qui prennent les formations. Est-ce qu'ils trouvent que justement j'ai atteint mon but? Est-ce que la façon dont je le fais, ça leur convient? Qu'est-ce qu'ils auraient à apporter? Du coup, maintenant que j'ai construit mon métier, j'ai besoin des autres aussi, parce que je ne me vois pour abonder à ça, pour venir enrichir ce métier. Et du coup, on va se transformer en coopérative, on va être un endroit collectif où chacune des parties prenantes en fait, viennent vraiment amener quelque chose au projet. Moi, je ne peux pas décider depuis ma seule personne, depuis mon seul point de vue, euh, qu'est-ce, de l'utilité de mon projet, de là où ça va être pertinent d'aller et de la façon pertinente d'aller là où on va aller. Donc voilà où on en est pour l'instant de notre réflexion sur la plateforme numérique. Et du coup, on re-questionne aussi donc la question de l'accès à la connaissance, la question d'un numérique autrement, et de la formation autrement. C'est-à-dire aussi, la formation aujourd'hui, elle est construite comme répondant aux besoins des entreprises et de l'État. Personnellement, et c'est même pas personnel, je peux englober la boîte là-dedans. Mido pense que la formation devrait dépendre des besoins du terrain et des besoins exprimés par les gens, que ce soit des besoins exprimés par des territoires ou par des humains en tant que personnes, pas forcément en tant que groupe ni en tant que territoire. Et du coup, on s'aperçoit que toutes les formations, justement, qui amène à se poser la question de dans quel monde on vit, où est-ce qu'on veut aller, quel monde on veut demain, quel mode de travail on veut avoir, quel mode de relation on veut avoir entre nous. Est-ce que ça doit être que des relations commerciales, financières, d'intérêt, de pouvoir? Si on cherche à faire de l'entraide, on peut pas, enfin, ça s'apprend, ça se met en œuvre. Du coup, il faut des espaces pour proposer ça aux gens. On ne peut pas dire aux gens, vous devez faire la transition, démerdez-vous. Grosso modo, il faut les accompagner, il faut une réflexion, et même, enfin, ça demande déjà un cheminement personnel, mais pour nous, c'est essentiel de proposer une vision collective, de proposer un autre chemin possible, et qui est une des directions, parmi toutes les directions possibles à emprunter, mais qui dévie quand même du chemin mainstream, quoi, voilà. Moi, je sais très bien que la formation que je fais, pour l'instant, elle n'a pas... je doute que Bruno Le Maire encourage forcément toutes les formations dans lesquelles les directions dans lesquelles je vais offrir la formation. Parce que ça n'a pas un intérêt direct au niveau du PIB, au niveau économique. Par contre, ça parle au niveau sens du travail. Qu'est-ce que tu as eu comme demande de formation? Qu'est-ce qu'ils ont formulé les gens? Enfin, d'abord, comment tu as trouvé des personnes intéressées et qu'est-ce qu'ils ont exprimé comme besoin de formation? Alors, en local et sur Internet, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à trouver des gens qui sont intéressés par ces thématiques, de travailler autrement, de changer. Et les premières demandes, c'est justement apprendre comment est-ce qu'on fait un projet qui n'a pas forcément un but économique, dont le but premier n'est pas un but économique, en fait. Parce que sinon, pour monter sa boîte, pour tout ça, il y a des ressources. Il y a la CCI, il y a les écoles de commerce, voilà. Mais pour monter des projets alternatifs, qui soient plus proches de l'humain
que du profit. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a une ligne quand même de démarcation, là, on ne pourra pas faire les deux. C'est ça qui manque. Et après, ça s'exprime, je pense, ça s'exprime de façon très floue. Parce que et c'est là où ça m'a amené cette réflexion les gens, ils n'ont pas forcément d'idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais parce qu'ils n'ont même pas idée de qu'est-ce qu'ils pourraient faire. On est à l'an 1 de penser le monde du travail de demain, de penser le travail autrement. Du coup, j'ai l'impression que c'est à nous aussi d'être force de proposition et de donner à voir justement des projets différents, des gens qui font les choses différentes. Iñaki, tu es architecte, je crois. Eh ben, je ne pense pas que les gens puissent se dire qu'on puisse faire de l'architecture autrement. Et de le montrer, de rendre ça visible, je pense que c'est effectivement très important. Et pour rencontrer donc les personnes que tu formes, tu t'es fait connaître par Internet. Internet et en local, de proche en proche, par le bouche à oreille, exactement. Parce qu'Internet, c'est plein de petites niches, de petits chemins qui amènent à des petits groupes. Et c'est pas facile comme travail. C'est pas facile, mais oui, c'est comme ça qu'on fait. Par Facebook, par des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Comme ça. Par exemple, sur Facebook, tu as des groupes qui s'intéressent à la décroissance. Du coup, ils sont intéressés par ces thématiques de travailler autrement au sens très très large. Et dans le tas, il y en a effectivement qui sont plus qu'intéressés pour réfléchir à l'idée d'un travail autrement, qui ont envie de passer à l'action tout de suite, et ceux-là viennent nous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Tellement de suite, évidemment, c'est ça. On se recoupe dans les parcours, dans les prises de conscience, forcément. Bon, je peux prendre la suite. Moi, le travail est très central dans ma vie depuis toujours. Je suis d'une famille d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, artisans, commerçants. Et déjà enfant, je passais les week-ends sur les salons pro, dans l'entreprise de mon grand-père. Donc, c'était, voilà, j'ai été biberonnée à ce type de milieu avec une famille qui travaillait aussi ensemble. Et tout ça. Et je dis souvent en rigolant que j'ai vécu mon premier business plan, ma première liquidation à 7 ans, parce que je voyais mon grand-père effondré à l'idée qu'il est sans famille. Il avait une usine en prêt-à-porter qui allait se retrouver, dont les parents allaient se retrouver sans boulot. Et donc, du coup, il considérait évidemment que les enfants, vous imaginez l'histoire. Et dépôt de bilan, voilà, chercher le terme. Et donc, voilà, moi, j'ai eu un parcours après plutôt tourné dans le domaine de la communication et du marketing. C'était ma formation de départ parce que je voulais faire de l'événementiel, en fait. Et on m'avait suggéré cette option-là. Et je me suis retrouvée à la chambre de commerce parisienne, puis à de l'achat d'espaces publicitaires pour des grosses marques type Coca, Disney, Volvo et Co. Et heureusement, par chance, j'aimais beaucoup l'univers de la déco et j'ai découvert en 98 une boîte qui se lançait, une start-up fin des années 2000, donc 90, qui s'appelait Une journée en France et qui proposait vente à distance le meilleur de l'artisanat français en termes d'épicerie fine, de déco, équipement de la personne, etc. Et donc, 98, je me retrouve à bosser en service marketing, à faire du sourcing. Donc, moi, j'avais 22 ans. Et je trouvais ça génial parce que c'était le début du web, du e-commerce. Donc, c'était vraiment le tout début. J'ai vécu du passage du franc à l'euro, comment on gère sur un site internet et tout ça, et puis le e-commerce dans son départ. Et le début aussi de cette spirale infernale du modèle start-up dans le domaine du numérique. En fait.
bon, je vais dérouler peut-être un peu plus vite. Finalement, des gros business, des gros partenariats avec Air France, tout ça. Bon, moi, j'étais dans mon élément, comme j'avais grandi dans des univers entrepreneuriaux, avec un père pas mal dans le domaine du luxe, etc. Donc, j'étais dans mon élément pour finalement poursuivre chez Nature et Découverte, enfin, une enseigne du groupe Nature et Découverte. Et s'installer. Bienvenue. Merci. Et donc, je me retrouve à bosser dans la distribution, en fait, et à être pas mal orientée sur des sujets d'offres. Donc, le groupe Nature et Découverte. Après, j'ai monté une agence de marketing opérationnel dans le domaine des arts de la table et des produits alimentaires, parce que j'avais commencé à découvrir la slow food et le mouvement slow food en 2005. Et j'étais fascinée par ce qu'on pouvait raconter entre un contenant et du contenu. Voilà. Pour moi, c'était finalement un objet, à quoi peut-il servir, est utile, mais comment on peut mettre en avant ce qui est à l'intérieur, en fait, ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de se. Donc, j'ai monté une agence qui s'appelait Menu du Jour, ça c'était en 2006, et puis voilà, j'ai bossé pour des grosses boîtes à développer des produits, des concepts, de l'événementiel. Et puis ensuite, je suis repartie sur un projet de magasin que lançait l'ancien directeur marketing d'Auchan. Donc, je me suis retrouvée à nouveau dans de la distribution plutôt spécialisée et avec des gros challenges. Voilà. Et moi, au milieu de tout ça, j'étais jeune cadre, je gagnais bien ma vie, j'avais un petit audit de fonction. Et en fait, j'adorais ce que je faisais parce que ça avait un sens relatif, c'est-à-dire que j'étais dans le milieu de la déco, de la maison, du bien-être. Pour une femme de 20, 30, quelques années, 40 ans, c'était quand même pas trop désagréable. Je voyageais. Donc, je me retrouvais facilement à aller faire des salons ailleurs, en Asie, aux États-Unis et tout. Et puis, voilà, j'avais une carte Air France, je gagnais des miles, je pouvais faire d'autres voyages. Et en plus, j'ai occupé des postes hyper transversaux, c'est-à-dire que à la définition des concepts, de l'achat, du marketing, on touchait autant des sujets d'approvisionnement, de logistique, de style, de tendance, de design, de gestion de budget. C'est moi. Et puis, il y avait un petit goût du challenge, moi-même, des chiffres qui généraient de la créativité. Voilà, tous les ans, j'avais 2,5 millions d'euros à dépenser. Il y avait une espèce de petit challenge de frénésie et puis de gestion, en fait. Et ma créativité se sentait assez excitée par tout ça. Et puis la suite de transmission avec des équipes en magasin, de la formation, du merchandising. Enfin, je vous passe tous les sujets, mais tout ça, c'était mon quotidien. Et en plus, avec des gestions de projets qui se faisaient dans des espaces-temps différents, c'est-à-dire que je pouvais me retrouver à gérer au mois de juillet les stocks des magasins, état actuel des choses. Donc, on gérait jusqu'à 20-30 magasins. Et en même temps, il fallait anticiper ce qu'on allait vendre en décembre ou un an avant. Si on faisait les salons de Hong Kong, Canton en octobre, il fallait qu'on réfléchisse aux achats pour l'année d'après. Donc, il y avait une gestion, une articulation constamment qui me maintenait sans arrêt en effervescence. En fait. Donc, à ce moment-là, je trouvais ça excitant et dans un milieu plaisant. Voilà. Et puis, jusqu'à un jour où je commençais quand même un peu à fatiguer, donc à 35 ans, je n'étais quand même pas très vieille. Et je sentais ce non-sens, en fait, qui commençait un petit peu à s'installer et qui me fatiguait aussi. Puis, je travaillais quand même avec pas mal de pression parce que voilà, mon ex-boss, prof de marketing à HEC, ex-marketing d'Auchan, il décidait de lancer sa première enseigne à lui, financée par le groupe Nuyez, mais il n'avait pas le droit à l'erreur, en fait. Et moi, j'étais juste en dessous de lui. Il avait écrit les grandes lignes du concept.
Sauf qu'il n'arrivait pas à retranscrire ça en termes d'offres proposées en magasin. Ça faisait 3-4 ans qu'il se plantait. Donc, on avait une trésorerie mobilisée énorme. Et moi, mon job, ça a été de reprendre tout ça et de recréer le truc. Donc, énorme pression parce que lui, il avait le groupe Auchan sur le dos. Et moi, il fallait que je le rassure. À partir de 18h le soir, je faisais la nounou. Le voir dans son bureau, à lui dire que ça allait bien se passer, à lui remontrer les chiffres, à lui remontrer tout. Et je rentrais chez moi à 21h, 21h30, épuisée. Donc, il y avait cette espèce de est-ce que je vais être la nounou de ce bonhomme toute ma vie? Évidemment, je ne faisais que bosser, hein, sinon c'était pas. Et voyager. Et puis, tous les matins, à checker les chiffres d'affaires des magasins de la veille, à me frotter les mains parce que mes familles de produits, tout ça performait. Bon, voilà, vous imaginez l'ambiance. Et puis, je crois que ça faisait 4 ans que je n'avais pas pris de vacances quand même, parce que j'étais une vraie boulimique. Hein, et puis, encore une fois, amusée par tout ça. Et j'étais un peu fatiguée, là, donc j'ai dit à mon boss, quasi en prenant mon billet d'avion, là, je vais partir 15 jours, je n'en peux plus. Et puis, je pars avec un sac à dos au Sri Lanka, en mode comme dans les films, il ne fallait plus me parler, j'étais épuisée, je voulais juste... j'avais en bouquin, mange, prie, aime, voilà, le cliché, dans un écolieu dans le nord du Sri Lanka. Et là, je crois que je me suis pris une grande claque en me retrouvant face à moi-même, en lisant le bouquin, au milieu de la nature. J'étais fatiguée physiquement. Je sentais quand même que mon système nerveux commençait à tirailler parce que j'avais des tensions au niveau du visage. Voilà, nerveusement, c'était compliqué. En l'espace d'15 jours, je suis rentrée. La première réunion, c'est là que j'ai mis ce sujet de non-sens, c'est-à-dire que réunion du lundi matin avec l'ensemble des magasins en visioconférence, et moi à me remettre dans le truc, à faire mon sketch, à faire mon job, mon rôle, quoi. Comme si j'étais montée sur scène et à me dire, et à m'entendre parler et à me dire qu'est-ce que je fous là? C'est un non-sens. Et donc je me disais tout ça intérieurement et en même temps je me voyais faire en mode je me disais, mais j'ai l'impression d'être 2 personnes, en fait. Il y a un truc bizarre qui se passait. Et puis, j'ai tenu tête parce que, voilà, je gagnais bien ma vie, que ça m'amusait et tout. Et donc, je n'ai pas voulu écouter mon corps et j'ai retenu jusqu'au jour où je me suis retrouvée, j'ai dû te la raconter, je sais pas, déjà, je me suis retrouvée derrière un écran d'ordinateur et en fait, je disais un mail et je me retrouve à ne pas comprendre du tout le sens des phrases que je suis en train de dire. Je veux dire, je connaissais les mots, mais je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de dire. Et le lendemain, je suis allée chez le médecin, je me suis effondrée physiquement, tout. Et en fait, j'étais allée tellement loin que ça avait clashé, quoi. J'ai le système nerveux qui avait dit stop. Voilà, j'ai essayé d'écourter, mais c'est là qu'en fait tout s'est retrouvé chamboulé. Alors mon boss m'a proposé un poste encore plus élevé avec un salaire encore plus élevé en me laissant encore plus de liberté. Donc j'étais devenue une espèce de princesse. Voilà, je m'occupais des nouveaux projets et tout. Donc il a réussi à me tenir encore 6 mois. Après quand même, j'ai été arrêtée pendant quelques semaines, hein, parce que du coup on ne savait pas ce que j'avais. Donc je me suis retrouvée à faire tout un tas d'examens. J'ai tout entendu, burn-out, fibromyalgie, voilà, donc j'étais un peu KO. Et puis, je suis retournée bosser et puis j'ai fait un malaise là pendant une réunion un jour où j'ai cru que j'étais en train de mourir sur place en fait. C'est là que j'ai levé le pied. Et c'est là que pendant 1 an, je me suis retrouvée déjà suivie en centre antidouleur, cramée vraiment parce que j'étais allée trop loin dans le délire. Et puis, je me suis retrouvée face à moi-même en fait. Dépouillée de tout ce quotidien qui prenait beaucoup de place. Évidemment, avec pas de présence de ma famille, parce que moi, j'ai une famille qui n'est pas très présente, soutenante. Pas de conjoint, pas de compagnon. Des amis qui ne comprenaient pas ce qui se passait et qui ne le vivaient pas très bien. Donc, du coup, pas trop là non plus, hein, parce que c'était des fois que ce soit contagieux, on ne sait jamais.
En plus, comme je donnais toujours le change quand je sortais, c'est-à-dire que j'avais appris à prendre sur moi, à mettre un masque, pas le même, mais je savais composer, faire la belle, voilà. Donc, on ne se rendait pas compte, alors que quand je rentrais chez moi, je m'effondrais. Donc, je me suis retrouvée très seule pendant un an, comme ça. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être tellement seule et dépouillée de tout soutien que ça a été un gros travail d'introspection et de conscience de plein de choses, avec des choix déjà de santé, de prendre soin de ma santé et autrement, puisque je ne voulais pas me soigner de façon allopathique. Et donc, moi, c'est la quête de sens, elle a répondu à une problématique de santé, d'urgence, en fait, d'un état d'urgence qu'il fallait solutionner. Voilà. Et bon, je vais revenir à ici, là, maintenant, sur le Pays Basque. Il s'est passé plein de choses depuis. Ça fait maintenant 7 ans et demi que je suis arrivée fraîchement sur Bayonne à ce moment-là. Et puis, j'ai continué mon petit chemin. Je pensais que ça allait être le Club Med. Pas du tout, évidemment, hein, parce qu'on n'arrive pas comme ça, à terre inconnue. Mais ça a été magnifique de rencontres. Il y a 5-6 ans maintenant, parce que quand je suis revenue, j'ai continué ce que je savais faire a priori, du conseil, du marketing, du business développement, et puis je trouvais que ça n'avait pas trop de sens de faire ça de Bayonne à distance. Et donc, j'ai tout arrêté et j'ai pris une année sabbatique pour aller écouter une petite voix qui me soufflait différentes choses. En parallèle, j'ai commencé à avoir un parcours très dans le subtil, avec je dis souvent avec beaucoup de tendresse, avec un vrai côté perché qui avait besoin de prendre sa place aussi. Et moi, je m'étais intéressée au feng shui à l'époque où je bossais dans la déco. J'avais été initiée, formée à la radiesthésie il y a 15 ans par un monsieur. Voilà. Et donc, j'avais un peu ce parcours aussi de découverte de sens, d'écoute, de l'intuition, de d'autres façons de fonctionner que par un cerveau rationnel. Et donc, pendant un an, je suis partie au Pérou, j'ai exploré pas mal de choses. J'étais initiée depuis un certain temps par une guérisseuse en Sologne. Et donc, j'ai eu tout un parcours parallèle depuis 2007 et surtout depuis 2013, tourné vers des approches spirituelles, énergétiques. Spirituelles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais disons que ça a été une façon pour moi aussi de beaucoup me reconnecter à moi et de vivre toutes ces années. Et donc, il y a 5 ou 6 ans, j'ai cru intéressant, important de me mettre au service d'indépendants, de personnes seules, de porteurs de projets, de personnes en quête de sens, en les accompagnant dans le développement de leurs projets, de leur raison d'être, en fait, puisque moi, ce qui m'anime, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, et ça va servir à qui, à quoi. Et comment je pouvais les accompagner, mais pas juste eux sur des histoires de business plan, de gestion, de marketing, de com, de tout ce machin. C'était vraiment, c'est qui? C'est eux, quoi, humains. Qu'est-ce qui est aux racines d'un projet, quel qu'il soit, que ce soit un Landeia, que ce soit une maison de l'ESS, que ce soit un Midor, bref. Avant, c'est de l'humain, et c'est de l'humain avec plein d'aspects émotionnels, énergétiques, intellectuels, psychologiques, spirituels, etc. Donc, c'est d'essayer d'accompagner qui je suis, ce que je sais faire sur ces aspects. Voilà, ce qui est dans une approche holistique, pas forcément courant, pour rejoindre, je pense à Mathieu, mais d'autres sujets, c'est que je suis plus animée par ce que j'ai su faire longtemps, savoir faire de l'argent, parce que en fait, j'ai fait le tour, ça ne m'amuse plus, donc je ne me lève pas le matin avec ça, même si je suis en fin de cycle et je suis en train de retrouver un équilibre qui me semble plus juste aussi. Mais longtemps, je suis allée du coup toucher loin aussi cette quête de sens, en me disant, évidemment, moi, c'était l'argent, c'était juste pas possible, parce que c'était ce qui m'avait aussi mise dans un état de chaos total, donc je ne pouvais plus aller vers ça.
Et en même temps, communiquer quand on est dans sa raison d'être, avec tout son cœur, en y mettant, pour rejoindre ce que disait Mathieu, plein d'amour. Moi, je peux pas, je sais faire je sais mettre de la créativité dans l'économique, ou voilà, je sais, mais quand il s'agit d'être dans du soin à la personne, parce que je reçois des personnes à qui je fais des soins énergétiques, à qui je fais des consultations en canalisation, en mixant les outils d'épanouissement, pour les aider dans leur santé et sur leur projet. Et quand on est, enfin moi, quand je suis sur cette partie-là qui me connecte à mon être profond, à une part précieuse que j'ai réussi à maintenir en vie et connecter, ça m'est très compliqué je ne peux pas faire un business plan associé à ça, en fait. C'est comme si, enfin voilà. Donc ça m'a permis aussi de comprendre tout ça et d'être en cohérence avec ce qui m'appelait dans mon envie de côtoyer la frugalité, en fait, de vivre au plus simple et de me rendre compte que c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué, parce que plus on va vers du simple et le moins, et moins c'est sexy pour beaucoup de gens à l'extérieur, y compris des gens qui sont dans des quêtes frugales et de décroissance. J'ai rarement vu des gens s'extasier devant moi quand je leur disais que j'avais des fins de mois difficiles, là, dernièrement. J'ai jamais vu personne me dire « mais c'est génial, bravo, je suis contente pour toi ». Et rebelote, parfois je me dis mais peut-être il y en a qui croient que c'est contagieux, en fait. Bon, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est de côtoyer tout ça et de le vivre, en fait, et que ce ne soit pas de l'ordre d'un bouquin que je lis, d'un concept. Je pense que j'ai compris à 45 ans maintenant que j'ai besoin d'être dans le faire et dans l'expérimentation parce que je me sens un peu âme d'aventurière quand même maintenant et que ça a besoin de me faire vibrer. Mais c'est chaud. C'est souvent cette quête de sens, pour moi, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, j'imagine qu'il y a plein de façons de le vivre, mais dans mon parcours, c'est pas ça du tout. Mais c'est passionnant et pour rien au monde, évidemment, je reviendrai en arrière parce que par contre, tous les matins, je me sens belle, en fait. En fait, intérieurement, je me dis waouh, je me dévoile comme ça, hein, mais je me dis chapeau cocotte. Voilà. Mais c'est facile. Et puis avec évidemment ce qui se passe depuis 1 an et demi, je crois que les courageuses qui ont déjà entamé ces changements, pour certains, c'est vraiment plus compliqué. Et puis là, il y a une nouvelle vague de personnes en quête qui arrivent à grand galop, donc il se passe encore plein de choses. C'est stimulant et parfois épuisant. Je ne sais pas trop, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des interventions très différentes, très synchronisées, et que c'est agréable à entendre. Et moi, quand j'ai vu le titre, en fait, je venais plutôt par rapport à des possibilités qui se sont mises en place autour de moi dans le travail. Et par rapport à ce que les personnes qui sont autour de moi arrivent à vivre. Et ça me semblait que quête de sens, en fait, c'était plus pour eux. Et donc, je m'étais dit que je viendrais pratiquement pour parler en leur nom, mais même si je suis aussi un petit peu responsable de ça, mais c'est ni moi tout seul qui le fait, et ça ne me concerne pas vraiment, en fait. La quête de sens, comme vous l'avez exprimé, moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai fait beaucoup de transitions, j'ai fait des grosses transitions, mais ça n'a jamais été un questionnement ou quelque chose. Je me suis pas senti dans le vide ni à
à un moment donné, à être perdu, à ne pas savoir si ce que je faisais, c'était bien. J'ai toujours aimé ce que je faisais, même dans les différentes actions que j'ai menées, en fait, j'ai toujours aimé. Et ça a transité, ça n'a jamais été un problème, les transitions. Ça s'est fait toujours très facilement, et un petit peu tout seul aussi. Malgré tout, je pense que c'est quand même intéressant à ce que je vous dise ce que j'ai fait avant, parce que ça me paraît important de voir, comme toi tu l'as exprimé, de voir qu'on peut venir d'un monde ou d'une pratique assez très ancrée dans l'économie, pour même pire, pas ancrée, même favorable à l'économie, et puis en sortir et aller vers les deux autres secteurs que moi je vois, qui sont l'humain et l'environnement. Enfin, l'environnement, les autres vies, quoi. Cette vie, les plantes. Hein. Et moi, j'ai commencé à 18 ans, je voulais travailler parce que je faisais du motocross, ça coûtait cher, et que je voulais juste gagner de l'argent pour pouvoir en faire. Ça ne me préoccupait pas du tout plus que ça. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler de suite, salarié. Je travaillais avec mon père, c'était facile, il me laissait faire mon petit chemin aussi, tranquillement. Et après, j'ai vu mes parents, alors, je pense qu'il faut que j'en parle aussi, mes parents sont issus de milieux aisés, et vers l'âge de 25 ans, ils ont fait un retrait complet de la société, ils se sont mis en autarcie complète, pas d'électricité, pas d'eau, pas de chemin pour accéder. Et donc moi, je suis né là à peu près, quand ils ont fait ce retrait. Et donc, ils m'ont transmis une culture des choses simples et des considérations des gens. Et enfin, ces deux côtés, cette opposition aussi à l'économie ou à des choses auxquelles ils avaient accès. Mais malgré tout, ils ont toujours été dans des activités à vouloir. Moi, de l'extérieur, j'avais l'impression qu'ils essayaient de gagner de l'argent et ils n'y arrivaient pas trop. Mais en fait, peut-être que ce n'était pas tout à fait leur objectif, mais sauf que je ne l'ai pas compris. Et donc, quand au début, je ne me suis pas préoccupé, mais quand je commençais à questionner, donc j'avais 23 ans, et je me suis dit, il suffit c'est facile, on investit, on fait un autre truc, on achète, on revend. Puis je me suis mis à rentrer là-dedans, j'ai créé une société de promotion immobilière, j'ai acheté des choses, je construisais, je revendais, et puis ça tournait comme ça, et ça me paraissait normal, vu que c'est ce que je croyais qu'il fallait faire. J'ai fait ça pendant 10 ans, et sauf que en 2006 à peu près, j'avais eu l'occasion, parce que mon père était architecte, j'avais eu l'occasion de découvrir un peu ce métier, d'arriver enfin à comprendre ce que c'était, parce que ce n'est pas un métier évident à comprendre. Et j'ai repris l'école, je suis reparti à l'école, mais je n'ai pas arrêté de travailler. Et j'allais tout le temps, j'étais beaucoup à Paris, puis je rentrais pour travailler, je retournais à Paris, je faisais un rendez-vous, je revenais. Et ça fait que j'étais moins présent dans mes activités, puis je n'avais pas du tout d'expérience non plus dans ces activités. Je gérais ça assez à la légère, ça ne me préoccupait pas beaucoup. Je cherchais pas, assez curieusement, je ne cherchais pas à gagner de l'argent, alors que tout était fait pour ça, mais ce n'était pas mon objectif. Je ne sais même pas trop pourquoi. Je pense que je ne sais pas, c'était oui et non en même temps, en fait. Et ce qui fait que je me suis planté, j'ai fait une faillite et dépôt de bilan en 2013-2014 par là. Mais ça ne m'a pas beaucoup plus tracassé que ça. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'était pas vraiment un problème. C'était pas un problème aussi parce que l'argent en soi ne m'intéressait pas beaucoup.
J'ai cherché, j'en ai gagné beaucoup, mais en fait, je m'en fichais complètement. Et donc, j'ai fait faillite, mais malgré tout, cette faillite a eu l'intérêt de me questionner c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu les autres personnes, la manière dont ils vivaient. En fait, c'est pas là que j'ai commencé à regarder, mais j'ai commencé à accorder de l'importance à d'autres cadres de vie, à considérer d'autres cadres de vie comme étant des choses possibles et surtout des choses justes. C'est que quelqu'un qui vivait avec rien ou dans une caravane, ou en fait, n'importe quoi, tout était bon. Tout était toujours bon. Celui qui vivait dans la rue, c'était, il y avait pas, je ne pouvais pas me permettre ce que j'avais pas toujours pensé, mais je ne pouvais plus me permettre de critiquer ou toutes les positions avaient toujours un intérêt ou une raison d'être là, et qu'on ne pouvait pas toujours reprocher à la personne d'être dans la rue. C'était pas obligatoirement sa faute. Moi, j'aurais pu y aller. Je trouve que je n'ai pas été, mais c'est des choses qui sont accessibles. Il peut y se passer plein de choses dans une vie, autour d'une personne. Il peut y avoir des décès, des faillites, des relations amoureuses qui ne marchent pas bien, ou une peine, enfin n'importe quoi, puis qu'on fait qu'on se retrouve du jour au lendemain, ou avec le temps, dans des situations très, très, très variables. Et donc, ça m'a fait une transition dans cette période-là, où je me suis mis à accepter tous les autres parcours. Et c'était un moment important. Ça s'est étalé sur du temps assez long. Et à partir de 2010 à peu près, j'ai commencé aussi, en parallèle des activités, à me renseigner sur le fonctionnement du monde. Alors, c'était une période un peu difficile qui a duré à peu près 8 ans, où je passais beaucoup de temps à lire des documentaires, à lire des livres, à regarder des vidéos, à aller voir des conférences sur comment fonctionnait le monde, qui c'est qui menait quoi, à quoi servait chaque chose qu'on voyait qui était autour de nous, comment on fabrique l'énergie, qu'est-ce que c'est l'argent, comment on tourne l'argent, comment on crée l'argent, comment les pays maîtrisent l'argent ou pas, ou globalement ne maîtrisent pas. Et ça m'a beaucoup peiné parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment difficile. Mais ça m'a permis de me positionner en fait petit à petit, au fil du temps, au fil de la compréhension de ce fonctionnement. Je me suis retiré du schéma traditionnel de manière de travailler, d'avoir des objets aussi, hein, comme Mathieu. Moi, j'achète peu de choses. Je n'ai pas de voiture, j'ai une moto, mais après j'ai une voiture pour le travail, mais perso, j'ai pas de voiture. Puis j'ai peu d'objets, puis j'essaie d'avoir peu de choses. J'ai mon projecteur, ça faisait 15 ans que j'avais regardé des vidéos, donc il est en panne, et je veux pas en racheter un. Alors c'est pas du tout une question de moyens, parce que c'est pas très cher, mais je me dis, si je le rachète, après ça veut dire de nouveau entretien, puis ça veut dire à 2 jours de nouveau un objet auquel je tiens, puis voilà, bon, j'essaie de le réparer. J'étais à la ressort, il voulait pas me le prendre parce que c'était trop vieux. Mais voilà, j'avais une batterie qu'on m'avait prêtée. Je regardais sur le bon coin, il y en a plein, ça vaut à 50 € pour avoir des batteries que je ne veux pas acheter, que je ne veux pas avoir l'objet encore. Donc j'essaie petit à petit d'apurer et d'avoir le moins possible de choses. Donc ça, c'est de manière plus personnelle. Et donc, dans mon activité, donc moi je suis architecte maintenant, je pratique de manière autonome depuis 2009 à peu près. Et j'ai pris l'habitude, je ne suis pas intéressé pour faire des projets très, très basiques. J'en fais quand c'est les copains qui me demandent parce qu'ils ont besoin de la réponse et que je ne peux pas leur reprocher. Mais généralement, ça m'intéresse que si je peux me permettre de faire quelque chose de différent, vraiment différent, d'exprimer autre chose, d'exprimer une idée, de travailler avec du temps aussi, pas de manière pressée. Je ne veux pas faire de grands projets, je veux faire que des très petits. Et donc, j'ai
une écriture architecturale qui s'est développée vers beaucoup de liberté. Et cette liberté fait que c'est très difficile à construire. Et donc, dès le début, j'ai mis en place une solution pour construire ces projets qui était de le faire moi-même. Au début, j'étais tout seul, donc je faisais moi-même et je me faisais aider par des copains pour pouvoir construire l'ouvrage que j'avais dessiné qui était un peu spécial. Et petit à petit, en fait, ça s'est développé de plus en plus, ça s'est répété très souvent. Maintenant, c'est presque tout le temps. Tous les projets que je dessine, on les réalise en interne, mais on réalise en interne que la partie qui est spéciale. Et donc, à partir de 2016, j'ai des personnes qui ont commencé à me rejoindre de manière plus régulière. Et c'est là que la question en quête de sens, pour moi, elle est arrivée. Et au fur et à mesure que ces personnes sont venues, 2016, 2017, en fait, je me suis adapté à eux. Ils ne se sont jamais adaptés, enfin, pas jamais, parce qu'eux aussi ils se sont adaptés, mais c'est pas eux qui s'adaptent à ce que moi j'ai besoin, c'est moi qui me suis adapté à ce qu'eux ils ont besoin. Et ça, je l'ai fait par rapport à toutes ces idées, toutes ces positions les expériences que j'ai eues en amont. Et ça passe. La première des choses, je pense que c'est de considérer la personne, de son existence. Elle a des besoins, elle vit, elle a des besoins personnels, elle a des envies. Et en fait, moi, je vais me contraindre à tout ça. À chaque fois, si elle a besoin de, tiens, je pars en vacances, il part en vacances, mais demain, je viens, je sais pas, demain, je viens à 10h, ok, puis le matin, en fait, il est à midi, demain, je viens pas, je viens pas, oui, tu viens pas. Et en fait, c'est tout comme ça, c'est une organisation complètement libre, et c'est moi, dans mon besoin technique d'activité, que je m'adapte à ce que la personne qui travaille avec moi, donc maintenant on est 8, les personnes qui travaillent avec moi, ils font ce qu'ils veulent. Et ils viennent quand ils veulent, et ils viennent les jours qu'ils veulent, ils viennent s'ils ont envie de venir, et ils réalisent les ouvrages qu'ils ont envie aussi. Parce que, alors, on en parle, s'ils me disent, tiens, moi je suis plus intéressé par faire tel type d'ouvrage, eh ben, dans un projet, je vais mettre en place, tiens, je sais que lui, ça lui plaît ça, alors je vais répondre à des projets dont je sais qu'il va plaire à cette personne-là. Et à un moment, Guyane, qui travaille avec nous, il m'a dit, il faisait une formation ingénieur construction bois, il me dit, qu'est-ce que j'aimerais construire un pont. Et puis, un pont, moi, je savais pas que j'avais fait de pont. Et il y a eu une opportunité, à un moment, j'ai reçu quelqu'un qui m'appelle, qui me parle d'un petit pont à faire à Banca. Et donc, j'ai répondu, parce que je savais que lui était intéressé. Et finalement, on le fait, le pont, là, on va le commencer dans 15 jours. Et voilà, c'est comme ça, Laurent, qui a envie, qui aime bien l'acier. Alors moi, j'aime bien l'acier, mais je ne sais pas trop faire, alors je ne me suis jamais trop permis d'en dessiner. Mais comme maintenant, je sais que lui, il est intéressé, je commence à dessiner des ouvrages avec des morceaux d'acier. Alors là, il parlait, il avait envie de travailler de la carrosserie. C'est un peu autre chose, mais voilà, petit à petit, ça se met en place et j'ai des projets pas de carrosserie, mais je réponds comme ça à ce que chacun a besoin dans la mesure du possible, parce que je ne peux pas tout faire aussi. Puis il y a une inertie aussi quand on commence un projet. En fait, le projet dure 4 ans. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est eux, finalement, qui mettent en place un autre chemin. Moi, je les laisse faire. C'est pas la seule chose que je fais, c'est que je fais rien, en fait. Et c'est comme ça que autre chose se met en place. Et je les laisse un peu les choses se faire tout seul. Je suis plutôt à l'écoute et j'attends qu'ils me donnent des indications s'ils ont envie ou pas. Et en fonction, ça se met en place comme ça. Et voilà, je suis à l'écoute de la personne. Et après, il y a d'autres choses, il y a pas mal d'autres choses auxquelles je fais attention. J'aime bien quand une personne commence quelque chose, un ouvrage, j'aime bien qu'elle ne considère pas travailler pour moi, alors surtout pas pour moi, ni avec moi,
mais qu'elle raconte, quand elle parle à quelqu'un, elle dit « j'ai fait ça ». Elle dit « j'ai fait cet ouvrage ». Voilà, bah tiens, oui, ça. Si elle va voir un copain, tu sais, c'est vous qui avez, enfin, ils savent, donc c'est vous qui avez réalisé. Ah oui, c'est nous qui avons fait ça. Et ce qu'ils avons fait, ils sont là pour réaliser quelque chose. Je tiens à ce une estime d'un ouvrage qu'ils ont construit. Et non pas, ils ne travaillent pas pour quelqu'un, parce que c'est beaucoup plus désagréable de travailler pour quelqu'un ou pour faire des heures ou pour de l'argent, ce qui n'a pas de sens. En fait, chez nous, personne ne travaille pour l'argent. Et après, voilà, après je soigne l'équipe dans le sens où une personne qui vient, une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, il faut qu'elle soit compatible avec l'ensemble de l'équipe. S'il y a une seule personne avec qui c'est pas très bien, je ne préfère pas. Je préfère pas parce que sinon ça peut nous détruire cette cohésion qu'on a aujourd'hui en interne. Donc Mathieu qui travaille avec nous aussi. Depuis peu. Il était déjà accepté avant. Avant même d'avoir commencé. Et là, on est 8. Il y a combien de femmes, combien d'hommes? Il y a... Bonne question. Il y a Ah une fille. oui, c'est pour ça que je Il y a mais il y a... C'est la voix caractérielle de toute l'équipe, je pense. Oui, elle est très... Non, attends, les personnes qui caractérisent dans l'équipe. Mais... Tout le monde est très, très souple. Du coup, c'est bien la preuve, c'est pas une question de genre. Oui. Et j'ai déjà eu des demandes il y avait une fille que j'aimais bien, que je trouvais que j'aimais bien, mais en fait ça passait pas dans l'équipe, donc je peux pas, c'est tout. J'ai vraiment besoin j'ai besoin d'une cohérence totale. Je veux pas de friction. Et en général, les personnes elles sont très très douces et tout le monde est attentif à tout le monde. Et tout le monde a l'air content de venir. Et ils me disent, là je parle en leur nom, hein, mais ils m'ont dit qu'ils venaient, qu'ils n'avaient pas la sensation de venir travailler. Ils ne viennent pas travailler. Donc, alors, je ne sais pas, il faut leur poser à eux la question, qu'est-ce qu'ils viennent faire, mais moi, j'en côtoie quelques-uns. ils viennent travailler. Ils aiment bien. Ils aiment bien. Travailler avec toi, avec vous, quoi. Enfin, ils aiment ce... Oui, voilà. Voilà, c'est un moment. C'est un moment. Après, s'ils ont quelque chose qu'ils ont envie de faire, ils le font. S'ils n'ont pas envie de venir, ils sont fatigués. Je sais pas, peu importe ce qu'il y a en fait. Mais c'est 8 personnes qui ont une formation d'architecte ou qui se sont alors, formées personne, tout il y a seuls, comment qui sorti. Ah oui, et les autres Et alors, les autres, ben, il y a beaucoup de reconversions. Il y a 2 personnes qui sont ingénieurs agronomes. Il y en a un qui est... Vincent, lui, il est... Ah non, il était ingénieur agronome. Après, il a fait de la sculpture. Laurent, lui, il a fait un peu de tout. Il a fait du design, il a fait prof de français, il a fait plein de choses différentes. Celui qui a fait le pont, il est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme formation? Lui, à la base, il est charpentier. Ah, bon. C'est rassurant. Et il est charpentier, et en fait, il travaillait à Saint-Palais. Et il en avait marre de faire toujours la même chose, de pas évoluer. Et donc, il est parti chercher un nouveau domaine. Alors, lui, il est venu sur la partie plus bureau. Il était intéressé pour dessiner. Puis voilà. Puis en fait, nous, à l'atelier, enfin, dans l'équipe, tout le monde fait un peu tout. Il y a beaucoup plus de travail à l'atelier, mais il y a aussi du travail en bureau. Moi, je suis beaucoup plus au bureau. Je vais un petit peu à l'atelier, un jour par semaine. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Je travaille dans une entreprise où on travaille justement avec Iñaki et Mathieu à la construction d'un projet. On espère qu'il va aboutir. Et bon, donc on était en pareil, des réunions un peu formelles, hein, voilà, avec les partenaires financiers, etc. On parle du planning, du rétro-planning. Et dans ce planning qu'on est en train un peu d'établir avec des dates de financement, comme ça. Tout le monde se retourne à un moment vers toi, je m'en rappelle, parce que
j'avais tout le monde en face. Et, bon, et alors, du coup, le début de la construction des prototypes, etc. Comment ça va se passer, je crois. Alors, sans doute, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était, de toute façon, chez nous, on travaille quand on veut. Le financeur. C'est pas dit, mais très naturellement. Et alors, il y a eu un petit silence. Oui, voilà. Et en fait, c'est pour dire que je pense qu'on va y arriver. Alors, et je me rappelle, c'est les premières discussions que j'ai eues avec Mathieu il y a très 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 longtemps, de dire, mais si on, parce que voilà, on voulait aussi promouvoir le fait de construire au niveau local. Après, tu l'as dit, on ne voulait pas partir sur de l'industrialisation. Et aussi faire comprendre que si on veut ça, plus ça, plus ça, plus ça, il faut aussi accepter peut-être plus de temps, peut-être voilà, de aussi accepter qu'on puisse construire ou fonctionner ou réfléchir différemment. Et ça m'a fait penser à ça, parce que vous avez écouté tout à l'heure, je n'arrive pas à la fin, il faudra me raconter le début. Mais on est dans des temporalités ou des vitesses différentes entre le monde actuel, et puis peut-être des manières de réfléchir ou d'être ou de progresser différentes. Et des fois, quand ces changements de rythme, ça peut aussi créer des tensions ou des incompréhensions et tout ça. Je me rappelle toujours, hein, en face, c'était vraiment... C'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'est un paramètre important et avec tous mes clients, ils le savent qu'on fonctionne comme ça. Et en fait, je ne m'en suis même pas rendu compte de ce que tu dis. Oui, je l'ai dit et ça me paraissait tellement évident. Et en fait, nous, notre fonctionnement, il est plutôt lent, il est beaucoup plus lent. Mais c'est important que les clients acceptent et comprennent aussi pourquoi on le fait et l'intérêt. Et en général, ça se passe très très bien. J'ai aucun projet. Et ce projet, par exemple, avec Solia, il s'est fait dans des temps normaux, à peu près. Il s'est fait encore. Il est en train de se faire. Il est en cours. Et il se fait dans les temps normaux pour nous. Financeurs, avec le Covid, on est un peu en train d'achat de matériaux. Mais non, en expliquant. Et après, bon, on a peut-être aussi la chance d'avoir même aussi des gens en face ça va les faire réfléchir. Des fois, c'est des déclics. Voilà. Puis c'est dit d'une manière tellement simple, spontanée. Oui, voilà, qu'on est obligé de se poser. Et ce temps de silence, et alors, finalement, vous avez fait quel genre de projets, par exemple, qui ont été terminés Est-ce qu'il y en a déjà de terminés? Le pont, il y a juste... Le pont, il a été fait? Non, on n'a pas commencé. On commence dans 15 jours. Ouais. Il y en a qui ont été terminés. Par exemple, avec quel genre de choses des maisons ou c'est des parties de maisons ou des trucs que vous rajoutez? En fait, ou c'est nous, quoi, on ne fait pas de grands projets en taille parce que sinon, on ne peut pas répondre dans ce système. Qu'est-ce que tu appelles grand? Donc, c'est quoi alors? Grand, au-delà de 500 mètres carrés, ça commence à être grand. À partir de 500 mètres carrés, oui, c'est sûr. Mais vous avez fait des maisons? Vous avez fait quoi? Après, on fait des maisons ou on fait des toilettes publiques. Oui. On peut faire un banc, on fait un meuble, on fait... À partir du moment où c'est particulier comme ouvrage. Ça va vous amuser. Oui, c'est un peu original. Ça va nous amuser. Ou ça va intéresser quelqu'un dans l'équipe. Et vous montrez ce que vous avez fait sur un site ou sur un... Enfin, comment les gens vous connaissent? Sur le site, oui. Oui, j'ai été voir. Oui, tu as été voir et on voit des réalisations. Il y a beaucoup de volume, je trouve. Enfin, il y a ce que j'en ai retiré sans y aller trop longtemps, c'est juste une question d'espace. Moi, c'est la sensation que j'ai eue dans le site, quelque chose qui se meut dans l'espace. Enfin, mais j'ai pas été. C'est un point important. Mais oui, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est assez basique, carré. On voit des maisons. Voilà. Là, j'ai pas vu une maison. J'ai vu quelque chose d'un petit peu. Tout le temps des maisons, non? Non, il dit tout le temps carré basique. Oui, c'est tout le temps carré basique. C'est un peu enlaçant, quoi. Alors que là, il y avait de la lumière, de l'espace, une rondeur. Voilà, des choses qui ont attiré mon œil droit. Je voulais rebondir sur l'histoire de Naki, si possible, mais pour peut-être raconter une anecdote ou deux, mais surtout pour montrer que quand
quand on y met du sens, quand on est attentif finalement à de la simplicité, à de la confiance, à de la liberté, à ce que je pouvais exprimer moi quand j'ai raconté un petit peu ma petite histoire tout à l'heure, et ben ça fonctionne en fait, comme ce lieu par exemple. On me posait la question, est-ce que j'arrive à en vivre? Bah oui, et puis c'est pareil pour Inaki, c'est pareil pour toutes les personnes en fait qui bossent avec Inaki là. Et, et c'est montrer que dans le faire, quand il y a une réflexion, enfin, même si tu dis qu'il n'y a pas de réflexion dans la discussion qu'on a pu avoir ce matin et puis là dans ce que tu racontes, pour moi il y en a une en fait. Il y a une réflexion d'acceptation, une réflexion une volonté d'adaptation, de simplicité, enfin, qui me résonne par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et ça fonctionne, c'est assez simple. Euh, pour moi, c'est très difficile à mettre en place quand on est en dehors de ces réflexions-là. Et c'est effectivement une grosse prise de risque et c'est un gros pas de côté à faire. Mais en fait, quand on a l'audace et la confiance de faire ce pas de côté, et qu'on a vraiment, ça demande du courage hein, pour le coup, et ben ça se fait très bien et ça fonctionne en fait. Ce lieu fonctionne, ça fonctionne. Dans le style de choses qui, moi, me parlent dans ce qu'on vit, dans cette aventure. C'est pas un travail pour moi, je parle jamais en termes de travail, mais en termes d'aventure. C'est le fait que tous les midis, il y ait une personne, ça tourne, il n'y a pas de planning, hein, il n'y a pas d'organisation, ça peut se décider 1 heure avant manger, mais pour moi, c'est très significatif du côté familial, du côté confiance, acceptation, etc. C'est que tous les midis, il y a une personne qui va faire à manger pour tout le monde. On ne sait jamais qui c'est. Des fois, il y a même des petits concours où on va dire bah, tu as 3 mots, bleu, machin chouette et piano, et tu dois composer un plat qui va s'adapter à ces 3 mots-là. Ça a été le petit concours ces derniers temps. C'était très rigolo. Mais c'est surtout vraiment cette notion de il y en a un qui s'arrête de travailler avant les autres pour préparer à manger pour tout le monde. Et quand c'est prêt, hop, tout le monde s'arrête. On va tous manger ensemble. Et en fait, c'est beaucoup ça. Oui. C'est pas grand-chose. Hein. C'est énorme ça. Et que quelqu'un prenne soin des autres, que ça soit toujours, ça tourne tous les midis, que ça soit jamais organisé ou prévu. Il y a ce terme de confiance en fait. Faisons confiance. Tout d'un coup, il y en a un à 11h, il dit putain, il y en aura toujours un qui va se dire qu'il aura plus faim que les autres. Ça sera jamais le même, même s'il y en a qui mangent plus que d'autres. Parce qu'ils sont peut-être pas le même âge et la même condition. Mais... Bref, peu importe, mais faisons confiance et ça fonctionne. Voilà. C'est surtout ça que je retiens, moi, et qui me parle beaucoup et qui résonne avec ce que j'ai raconté tout à l'heure. Je peux faire part de ça. C'est vrai que ça me semble du tout organisé, ce repas-là. On l'organise pas du tout et c'est très équilibré. Tout le temps. Personne ne dit rien, spontanément, ça se fait tout seul. Et c'est équilibré dans ce qu'on mange en plus. Je ne mange jamais la même chose. Il y a des légumes, il y a de la viande. J'aimerais voir ça. Mais si, il y avait de la salade. On fait du poisson. Avec un truc piano et qu'est-ce que tu as dit, vert, je ne sais pas ce que vous avez pu manger. Bleu, pardon. Ah oui, vert, à la limite, ça aurait été des légumes. Moi, je peux donner, la dernière fois que j'ai fait à manger, j'avais tiré, il y avait 6 personnes, j'ai demandé, on a fait un chapeau, chacun a écrit 6 mots et je devais prendre 6 mots. Les mots, il y avait rabbin, Jésus, mathématiques, lézard, bois. Et t'as fait quoi? C'est le résultat qui m'intéresse. Ouais, j'ai fait des... comment ça s'appelle des... Mais avec un seul plat, avec tout résolu. Ouais, j'avais tout résolu. Ouais. J'ai fait des croissants au jambon. Ça, c'était pour le signe mathématique. Ouais, des croissants. Et j'ai fait après des... comment ça s'appelle? Jambon et rabbin, ça va pas. Non, mais après... Oui, mais il y avait Jésus. Oui, c'est ça. Et après, comment ça s'appelait? C'est des... ça porte un nom, mais c'est pas des nonettes, mais c'est des petits pochons avec des légumes à l'intérieur. Ah, Des aumônières. Des aumônières. Voilà. Et, les aumônières pour Jésus, alors. Ou pour le rabbin. C'était pour le côté religieux. Ouais. Après, on peut l'adapter. Oui, bah oui, quand même. Et le lézard. C'est du lézard. Ah oui, c'est ça. J'ai fait un soleil qui représentait se dorer la pluie comme un lézard. Il y avait tout un tas de petites choses. Non, mais j'ai rempli ma mission. Excellent.
Moi, je veux bien rebondir. D'abord, merci pour vos interventions parce que vous êtes livrés et c'était agréable à écouter. Alors évidemment, ça a résonné. Hein. Je retiens pas mal de choses, notamment la question des valeurs. Et ce que je retiens aussi, c'est l'idée que dans la quête de sens, il n'y a pas de compétition, mais il y a de la coopération. Voilà. Et moi, je suis directrice d'une structure avec un cadre, des horaires, des dates limites. Et moi, la question du sens au niveau personnel, elle s'est posée très tôt. Et toute ma vie a tourné autour de cette question du sens. Le monde associatif y a répondu. Et quand je suis arrivée à un poste de direction, je me suis posé la question de savoir comment j'allais pouvoir le transmettre et comment j'allais pouvoir se faire poser la question du sens à mes salariés pour qu'on se la pose ensemble. Partant du principe qu'on ne pourrait pas se la poser ensemble si individuellement ils ne se la poseraient pas. Et l'équation n'était pas simple, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se poser cette question si lui n'en ressent pas le besoin. Et en fait, je me suis servi du projet associatif comme prétexte, en mettant sur la table le fait de, bon, ben voilà, on a une association, on a des moyens, on va tous ensemble dans le même sens, mais comment on y va? Et j'ai fait appel à un prestataire extérieur qui partageait mes points de vue parce que, en tant que directrice, je ne pouvais pas avoir toutes les casquettes, je ne pouvais pas et proposer, alors, et déjà dire, bah, moi, ça ne me convient pas, et proposer et contrôler. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un conseil d'administration qui m'a fait confiance. Ça m'a demandé beaucoup de courage, j'aime bien quand même, parce que c'est aussi prendre le risque de se planter. Mais j'ai des salariés qui ont joué le jeu. Ceux qui n'ont pas joué le jeu, ils sont partis. Ceux qui ont joué le jeu l'ont vraiment joué. Et voilà, ça a duré 2 ans quand même comme démarche. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vivent, moi, au niveau intérieurement. Je ne leur pose pas le matin au café, alors, t'es quel de sens, t'en es où? Mais je vois, et pourquoi pas, Oui. je vois dans leur manière de travailler, dans la manière dont ils ont pour se rencontrer dans la sphère travail, je vois que la mayonnaise a pris. Et je vois que la relation qu'ils ont avec moi, directrice, n'est plus du tout la même. Moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit, je ne veux pas un management vertical. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ouais, d'accord. Mais aujourd'hui, on le vit. Chacun a son cadre, ses responsabilités. Ils savent qu'ils peuvent déborder. Ils savent que je suis là, mais qu'en aucun cas, je n'aurai une fonction que de contrôle, mais plutôt d'accompagnement. Et surtout, je crois que ce qui est fondamental, c'est qu'ils ont compris qu'ils avaient le droit de se planter. Voilà. Et je trouve que l'associatif aujourd'hui, dans l'idée de la quête de sens, de la non-compétition et de la coopération, où on va tous ensemble vers un objectif commun au service d'une cause, pour moi, je trouve que je travaille avec les jeunes, mais et ben, ça répond à la question de la quête de sens. Voilà. Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur ce sujet parce que il y a un appel en absence. Ah merde, c'est pas grave. Bon, là, on partage des témoignages, évidemment. Un extrait où on est tous les 4 ou plus, mais à montrer dans un premier temps ce qui est le plus chouette. Mais
moi, je ne partage pas cette possibilité de faire une généralité quant à l'association de quête de sens et monde associatif, voire économie sociale et solidaire. Mais alors, pas du tout. Et c'est aussi pour ça que je trouvais que le sujet était intéressant ce soir, parce que dans mon parcours et dans ce que j'observe même au-delà de moi, si je me concentre sur les personnes que j'accompagne, que ce soit des indépendants, des porteurs de projets, des gens qui ont envie de vivre autrement les choses, j'observe qu'il y a... En fait, ça dépend de l'humain qui est à l'origine du projet, ça dépend de l'humain qui va animer, la posture dans laquelle il va se trouver, ce qu'il a envie d'y mettre, vivre lui-même déjà, ce qu'il a envie de faire vivre aux autres, et tu le disais tout à l'heure. Et que ça n'a rien à voir avec ni l'associatif ni l'ESS, voire même à titre personnel, je me suis souvent sentie plus en souffrance là, ces quelques, on va dire, 7-8 dernières années dans des structures, en tant que bénévole ou autre, associatif que le monde de l'entreprise avec les statuts société, parce qu'en fait, tout ça, juridiquement, en fait, une association, une société, ce sont des entreprises. C'est juste le statut qui change. Et je trouve que souvent, on confond les sujets et que vraiment, enfin, pour moi, ce que vous nous partagez là, c'est vous ce que vous avez mis à porter en termes de projet et en termes de cohérence humaine et de qualité d'être, en fait. C'est pas le fait que ce soit une association. Enfin, de mon point de vue. Je comprends ce que vous dites, mais par définition, une association n'a pas un but lucratif. Mais ça ne veut pas dire que ça va faire forcément la qualité de travail pas un gage humain. Je suis d'accord. Parce qu'on connaît pas mal d'associations qui, a priori, dans les faits, sur le papier, sont d'intérêt général, voire public, etc., qui ne sont pas censés gagner de l'argent. Pour autant, vous avez des gens déprimés, qui sont exploités, qui sont mal dans leur basket. Ce n'est pas un gage de valeur. Mais c'est quand même un outil qui, quand on est dans cette mouvance, est facilitateur du fait qu'il n'y a pas de but lucratif et qu'à la base, il y a quand même un projet. C'est-à-dire que après, il peut être dévoyé. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est quand même un super outil pour aller dans ce sens. Ça, c'est sûr. Mais si moi, j'ai envie de partager aussi ça, c'est que je trouve qu'on le dit pas suffisamment et que là, même en l'espace d'un an et demi, mais même moins que ça, hein, moi, j'observe qu'il y a une espèce dans ce monde associatif de l'ESS que l'on côtoie, il y a quelque chose de très... comment dire ça? Quelque chose qui me fait vraiment peur. C'est cette espèce maintenant de... j'allais droit au but, mais même de frénésie autour de la subvention, autour de tous ces nouveaux mécanismes financiers qui se mettent en place. Et très franchement, il y a des moments où je me dis, mais moi, je vais retourner dans un autre monde. Là, je caricature un peu, mais et je vais finalement, comment dire ça, je crois que il y a eu des contextes où j'ai été moins gênée par des actionnaires qui concrètement mettaient de l'argent sur la table pour alimenter un projet avec une volonté de retour sur investissement qui était clairement nette, précisée et identifiée, plutôt que ces espèces de... c'est un monde politique qui se crée avec de la distribution d'argent qui, là, en l'espace de quelques mois, on se demande même d'où ça sort quand même, parce que des appels à projets, maintenant, on regarde juste le site de la région, on n'en finit plus des pages et des pages et des pages de possibilités de projets à tout va, de quantité d'argent. Et, enfin bref, je trouve qu'il y a une espèce de frénésie et un retour sur investissement du politique qui, quand même, accompagne les projets de l'associatif. Pourtant, ce papier au bras, il y a encore 2 ans, ils ne savaient même pas ce qu'on faisait. Il fallait batailler, voire éduquer. Moi, j'ai assisté, j'ai participé à des réunions à la mairie de Bayonne, on parlait d'économie sociale et solidaire, on voyait bien qu'il y avait des énormes points d'interrogation dans les yeux. Hein. C'était en 2017.
Donc, il y a 4 ans. Et heureusement que je pense qu'il y avait Wikipédia, ce terme-là ou d'autres, je caricature beaucoup, mais il y avait, c'était, et en 4 ans, maintenant, les mêmes se gargarisent de soutien financier, sont sur les photos et machin, etc. Et je trouve que ça manque de sens. Tout ça, bah ouais, mais pour moi, en fait, cette notion, cette question de quête de sens, elle devrait se reposer tous les jours, individuellement et collectivement, dans ce qu'on fait tout le temps, quoi. Enfin, peut-être pas du matin au soir, mais c'est pour ça que je trouve que même le fait de poser la question à ces personnes qui travaillent avec vous, je trouve que c'est évident et que si on ne se la repose pas régulièrement, je vais faire un lien avec une soirée d'hier, sujet tourisme, atelier retranscription d'un diagnostic qui est fait par un cabinet, bref, donc sujet tourisme. Sont présents au conseil de développement, enfin, des personnes qui ont envie d'être présents un lundi soir, hein, évidemment, conseil de développement, Aglo Pays Basque, etc. Hein. Sujet tourisme, bon, il y a ce qu'on entend, les questions qu'on se pose, parce que ça parle d'attractivité du Pays Basque, d'économie, parce qu'évidemment, il y a de l'argent, il y a des gens qui mangent tous les jours grâce à cet argent du tourisme local. En parallèle, donc il y a des gens qui sont payés pour nous réunir, pour qu'on se questionne. En parallèle, ce matin-là, il se passait une réunion en vision, atelier, réflexion. Là, c'est la région. La région a aussi de l'argent pour faire du tourisme ici et ailleurs. En visio, pour réfléchir, on parle de storytelling, y compris pour marketer en fait le territoire et blablabla. Bon, bref. Et donc, dans la même journée, on côtoie ça. Le département qui met aussi de l'argent sur ces sujets. Donc, il y a 3 sources de financement. Alors, par contre, ils sont très contents hein, si on fait de l'agritourisme et du slow-tourisme et de l'éco-truc-tourisme, que ça va mieux passer parce que du coup, voilà, social, green et tout. Et ben, rien que ces sujets-là, je me demande si le matin, avant d'arriver, ils se sont demandé si ça avait du sens, en fait. Et dans un même programme, juste, désolée parce que je m'emballe très vite. J'étais à côté d'elle hier soir, c'était juste... C'était ton feu hier soir. Une baïonnée, mais bref. Mais moi, il n'y avait pas un jeune dans la salle. Parce qu'on parlait du tourisme dans sa projection, on est dans la projection à 30 ans. Et moi, ce qui m'a choqué, j'ai pris la peine quand même de poser la question, il n'y a pas un jeune. Comme si le tourisme et donc le développement de notre territoire n'appartenait qu'à des gens qui en ont 60, quoi. Et dans 30 ans, qui seront... saturé d'ailleurs. Oui, en plus développement de quelque chose qui est saturé. En plus. Non, bon, enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'était pour dire que la quête de sens, y compris dans un monde politique qui soutient quand même les structures qui sont les nôtres pour certaines ici, ce qui n'est pas le cas de l'Andeya, du coup je reviens sur ce sujet-là parce que l'Andeya, bon, moi j'en ai pas trop parlé ce soir, mais j'ai un Landeya +6. J'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est une vraie expérience de vie que de vivre l'Andeya et que c'est, pour moi, en tout cas, une école de la vie que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Évidemment, tout mon parcours de réflexion et de questionnement, il a été énormément nourri par ce lieu. Et parce que il y a une association, c'est-à-dire qu'il a été créé à un moment donné une personne morale, juridique, est une association tout simplement parce que il y avait des histoires d'assurance si on veut recevoir du public, si il faut avoir un compte bancaire pour l'assurance, pour l'électricité, pour avoir une connexion Wi-Fi, enfin, pour tout ça. Mais en fait, on s'en fiche finalement. Il y avait d'abord surtout une volonté d'écrire une charte commune avec des valeurs et de pouvoir vivre un lieu. Et
ce que je veux dire par là, c'est que c'est une autre façon d'entreprendre un projet collectif, y compris sans ces questions financières, parce que l'Andeya est à 10 millions d'années d'avoir jamais imaginé que de faire appel à une subvention. Tout ce qui a été fait, ça a pris beaucoup de temps. Pour vous raconter une anecdote personnelle, moi j'étais installée dans ce coin-là pendant 5 ans sur les 6 ans. On a fait mon déménagement à l'échelle parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas l'escalier qui est là, qui est magnifique. Bref, et c'est toute la philosophie de l'Andeya, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Tout a été fait avec le moins de matériaux achetés possible, donc pas mal de récupération. Ceux qui étaient là au bon moment pour le faire. Et cette intelligence-là du on fait au plus simple, ce que tu décrivais aussi, on n'a pas besoin forcément de racheter, est-ce que déjà on peut remettre en état? Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce qu'il y a besoin, en fait? Est-ce qu'on a une vraie utilité du truc? Ça, c'est le pourquoi on fait les choses. Ah oui, il est essentiel. C'est ça, ouais. Et je trouve que ce lieu, il est... Enfin, je ne reconnais pas beaucoup d'autres comme ça, ici sur le territoire, mais même ailleurs, mais bon, je ne vais pas tout explorer, mais je trouve qu'il est, il est magique pour ça, en fait. Le lieu et les personnes qui ont... Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de gestion de comptable, par exemple. Je vais faire vraiment un tout petit laïus là-dessus, mais on a à peu près 600 € de frais de fonctionnement entre le loyer, Internet, l'assurance et les extincteurs. Il n'y a pas l'eau ici. Bref, on a 600 € de frais de fonctionnement et la gestion des frais de fonctionnement se fait sur la participation de chacun. Donc, ceux qui viennent temporairement, la participation est libre. Les adhésions, la participation est libre. Elle n'est pas forcément financière en plus. Et puis, ensuite, les personnes qui viennent là pour une semaine, normalement, c'est 20 €. Et les personnes qui viennent, qui ont un espace permanent, c'est 50 € par mois de frais de fonctionnement. Ce n'est pas lié au loyer. Et donc, grosso modo, s'il y a 600 € de frais de fonctionnement, il faut être 12 à payer le loyer. Donc, il y a des fois où on a été 8, et des fois où on est 16. Et pourtant, sur les 16, il y a des moments où le compte baisse drastiquement. Bah, c'est parce que tout le monde ne pouvait pas payer ou n'a pas payé. Hein. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est à plus de 1000, des moments où on est à moins 1000. Enfin, pas moins 1000, mais en dessous de 1000. Mais ça se régule, en fait. Il y a une ou deux fois, on a dit Loops. Et en fait, le mois d'après... On s'est rentré. Ce que je veux dire par là, c'est que ce lieu fonctionne sur la confiance et la responsabilité de chacun. Ça veut dire que c'est un apprentissage du sens des choses et de la responsabilité. C'est-à-dire que si personne n'est responsable, bon, le lieu, il n'y a plus de lieu. C'est simple. Si personne ne paye, il n'y a plus de lieu, puis c'est pas grave. Mais il y a toujours des solutions, par contre. Et donc, là, sur les 16, tout le monde ne paye pas forcément. Je ne sais pas qui paye ou qui ne paye pas, je m'en fous, en fait. Et je ne suis pas gestionnaire de quoi que ce soit ici, d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fluctue et ce n'est pas grave, il faut se faire confiance, qu'on n'a jamais eu besoin de faire de manifestations où on faisait rentrer des sous. On n'organise aucune manifestation pour faire rentrer des sous, on n'a aucune subvention, on a... Ce qu'on a de très précieux. Et sur 7 ans, voilà, il n'y a jamais eu on a toujours été à peu près à 1000 €, 2000 sur le compte. Ça se maintient, on ne sait pas comment, personne ne se le gère. Mais ça fonctionne et on n'a jamais besoin de faire rentrer des sous. Il y a des fois où on est moins de 12. Bon, ça fonctionne quand même, on ne sait pas comment. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait un 12. Ce qui est quand même ultra précieux, c'est qu'il y a un propriétaire tout particulier qui permet l'utilisation d'un bien qui devient... Sans droit de regard, sans rien. Sans droit de regard. Sans contrôle. Non, il y a 400 € de loyer. Mais bon, 400 €, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bâtisse comme celle-ci, 400 € par mois, il est clair que c'est un peu notre actionnaire principal quand même. Désolée de des gros mots comme ça, là. Je trouve ça drôle dans le contexte, mais parce qu'il soutient, notre principal soutien quand même, c'est... Mais c'est là que c'est intéressant, c'est comme chez Pourignaki, c'est à partir du moment où il y a des libertés, la liberté de travailler, la liberté d'horaire, la liberté que ça ne coûte pas grand-chose, il se passe mais plein de choses et ça fonctionne dans le temps,
dans les énergies, dans tout un tas de choses, ça marche. Je pense que ça fonctionne parce qu'il y a un intérêt commun, en fait. Il y a un objectif commun. Et c'est comme Iñaki, Forcément. les gens viennent travailler quand ils veulent. Ils sont responsabilisés de la même façon. C'est-à-dire que si personne venait travailler, dans un cabinet d'architecture, il se casserait la figure. Du coup, tout le monde a envie de venir travailler parce que tout le monde a cet objectif commun. Enfin, même peut-être pas l'objectif, même le quotidien de faire de cette façon-là tous les jours. Je veux dire, il y a quelque chose à partager. Et du coup, il n'y a pas besoin derrière d'un manager, d'un cadre, à moins que ce soit pour faciliter les choses si jamais le groupe devient trop gros ou quoi. Mais je crois que ça tient les gens vraiment, ça tient comment dire, la réussite de l'objectif repose aussi sur le fait qu'il soit partagé par tout le monde. Je ne suis pas certain du tout. L'expérience de ce lieu montre l'inverse. C'est-à-dire, il y a des gens ici, de la même manière de ce que tu disais tout à l'heure, tu as proposé un sens à un projet, il y a des gens qui sont partis parce que ça ne leur parlait pas. Ici, il y a des gens qui viennent parce que c'est pas cher, il y a des gens qui viennent parce qu'ils vont croiser d'autres personnes, il y a des gens qui viennent parce qu'ils habitent Cambo, il y a des gens qui viennent pour ça. Ils ne savent pas pourquoi. Enfin, je veux dire, je peux t'assurer qu'il y a donc là, il y a 16 personnes, mais je pense qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont passées par ce lieu en permanent. Et je suis à peu près, c'est même pas sûr et certain, je le sais, enfin, il y a des gens qui n'ont absolument pas du tout les mêmes buts les uns avec les autres. Il y a pu même y avoir des tensions, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas ou ça ne fonctionnait pas. Un peu comme ce que tu disais, des fois ça ne fonctionne pas. Ouais, mais du coup, mais ils sont partis tout seuls. Ça a pu prendre 1 an, ça a pu prendre 2 ans. Mais ce que je veux dire, c'est... ça ne met pas en péril... Parce qu'il n'y a pas cette volonté-là. Ça ne met pas en péril le projet pour autant. Mais parce que tout le monde n'a pas le même but et il y a une espèce de respect que... Simplement, ça leur correspond pas, c'est tout. Oui, c'est ça, oui, tout bêtement. Oui. C'est ça. Mais il n'y a pas un but commun ici. Alors oui, c'est la manière plutôt qu'est commune, c'est la manière d'occuper l'espace ou de... Non, il y a des gens qui se cloisonnent. Dans l'acceptation du projet des autres plutôt alors. En revanche, je pense que, je te rejoins, Claire, c'est qu'au tout début, il y avait quand même un but commun. C'est que dans l'ADN de départ, dans ce qui a nourri, je pense, les peut-être au moins 3-4 premières années, il y a quand même eu une équipe historique qui savait pourquoi ils venaient galérer, faire le plafond, poser la chaux, tout ça, etc. Il y avait un projet commun qui était de remettre en état la bâtisse, à minima pour pouvoir y travailler. Et puis, il y avait une volonté un peu politique aussi, une volonté de dire, petit pied de nez, nous, on fait ce qu'on veut, on est entre 4 murs et un toit, et voilà, tout est possible. Un peu des grands enfants qui ont envie de mettre en scène une forme d'utopie, qui partagent autour d'une table. Mais après, du coup, petit à petit, sont arrivés des nouveaux. Moi, j'étais un peu entre les deux, en fait. Même si j'ai participé à quelques travaux, j'étais un peu entre les deux. Et c'est vrai que dans les nouveaux, dans ce qui passe, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des gens... mais ils adhèrent, ils sont sous le charme d'un lieu, d'une histoire. Mais quand même, la porte d'entrée au départ, enfin la clé d'entrée ou ce qui les fait venir, c'est un intérêt personnel. Que ce soit de vivre une expérience collective, mais majoritairement, c'est pour travailler avec un lieu pas cher. Ouais. Pas pour tout le monde. Dans les nouveaux qui arrivent, peut-être. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, oui, bien sûr. Ils viennent là parce qu'ils vont nourrir. Il peut y avoir plusieurs raisons de venir là, plusieurs buts, et chacun. Du coup, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui est fantastique, pardon. Il y a quand même une charte de valeur. Oui, mais elle n'est pas forcément maintenue. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, là, c'est notre tableau de communication. Il y a quelqu'un, j'ai un peu merdé sur, c'est moi qui est merdé sur les mails. Je vais bien dire un peu. Un peu beaucoup, ouais. Je n'ai pas forcément prévenu tout le monde. C'est quoi officiellement sous condition? Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font officieusement ici, ou officieusement différemment, etc. Mais ce que je trouve fantastique, c'est qu'une personne d'ici s'est dit, et comment ça se fait que par exemple, le pass soit obligatoire à l'Andeya, sans que tout le monde soit d'accord, pas d'accord, machin, on en a parlé avant, machin, chouette et compagnie. C'est pas grave.
elle s'est exprimée. Je suis sûr que ça amènera plein de discussions. Ça va être très rigolo, très intense. Mais, et alors ça se vient là tous ensemble. Je ne sais pas qui passe ou pas le passe. Moi, je me fiche en fait. On n'a tous pas le masque. On ne sait pas tous que c'est la question d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Mais ça montre qu'il y a différentes façons de voir les choses, que les choses elles évoluent, qu'il n'y a pas les mêmes intérêts ou les mêmes réflexions. Mais sur le plan collectif, la quête de sens, pour qu'elle soit maintenue ou partagée, ça implique quand même beaucoup de temps de communication. De prendre le temps et de parler, parce qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvé confronté à vivre des conflits, des situations douloureuses, parce qu'entre des humains ou entre plusieurs, enfin, on en a vécu, on a passé des soirs en réunion ou des tablés à parler, à se redire et refaire des tours et à être dans l'écoute active. Et il y a des fois, on n'en peut plus de se redire. Et on a vécu plein de moments comme ça, et c'est sûrement pas fini. Mais malgré tout, on n'est pas, même ici, dans un monde de bisounours où il y a zéro conflit. En revanche, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai apprécié, ce qui a aussi contribué à ma capacité de conscience comment dire, de cette notion de résilience que l'on a, c'est comment systématiquement, ces moments de conflit et ces moments qui venaient grincer et douloureux, en ayant pris le temps de parler, de mettre sur la table, de se dire ce qui faisait mal, parfois de pleurer, etc. Comment on arrivait à se transformer individuellement et collectivement, et comment ça devenait des cadeaux. En fait. Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment... Alors là, pour le coup, dans un milieu plus typé associatif ou ESS, parce qu'il y a j'ai été plus vers ça, que je l'ai vécu que dans le monde de l'entreprise, parce que j'imagine que je n'ai pas eu des managers qui étaient capables de ça. Mais ça, c'est en ce sens, moi, je trouve que c'est une vraie école de la vie, parce que ce n'est pas quand tout va bien qu'on se rend vraiment compte de comment on grandit et de comment on fait vivre. Mais ça, c'était d'ailleurs rien que nous deux. Hein. Systématiquement, on ressemble à un vieux couple. Il veut poser une question, David, d'ailleurs. Ouais. Une question à côté de la enquête, ça m'embête. Je serais pour ma part, je serais plus quelqu'un qui veut parler de création ou de co-création de sens. Tu serais plus enclin de parler de création et de co-création? De sens. Que de sens. D'accord. Ouais, d'accord. Il y a un sens pour chacun. Ouais, il y aurait quelqu'un qui aurait le sens. Il y aurait quelque chose qui serait le sens. Oui. Et il faudrait, c'est d'où la quête d'ailleurs. Il faudrait l'attraper. Alors que toi, tu dis, chacun d'entre nous est dans la création, la co-création de ce qui pourrait faire sens global, alors à ce moment-là, commun. Ouais, non, mais toi, tu es dans le perpétuel. Attends, si on se met à travailler perpétuellement. En mouvement, non. En mouvement, ça va. Non, mais il peut tout nous proposer, David, parfois. Il y en a qui ne se sont pas exprimés aussi. Moi, je peux juste rebondir sur ce que disait Delphine et sur ce que disait Sigrid après. Donc, même secteur d'activité, tourisme social, une gouvernance qui incarne bien les valeurs, qui les porte, le plus important.
C'est-à-dire que ce qui est écrit est décliné dans les actes du quotidien avec les équipes sur le terrain. Une fédération, par contre, pour le situer, 50 auberges, donc une grosse fédération. Et puis, changement de tête, un jeune loup qui arrive, pas issu du secteur. L'association, il connaît, mais ce qu'il en connaît, c'est pas ce que moi, j'en attends, en tout cas. Il ne réécrit pas le projet, c'est-à-dire qu'il il pense qu'il peut rentrer dans les chaussons de la précédente, à part que c'est juste impossible, puisqu'elle avait un réseau énorme, elle incarnait vraiment les valeurs au quotidien avec ses équipes, et il arrive et il casse tout, en fait. Et donc, ce n'est pas simplement le lieu, le fait qu'il y ait des outils qui nous permettent peut-être d'incarner plus facilement ces valeurs-là. Si la personne n'est pas capable de se saisir de tout ça et de le réécrire, en fait, ben, ça ne fonctionne pas, en fait. Ce n'est pas simplement le fait que ce soit l'association. Et pourtant, Dieu seul sait si chez nous, les choses étaient déjà en place, parce qu'il y avait fait un sacré boulot. Bon, 40 ans qu'elle était là, mais elle portait les choses haut et fort. Ben, il arrive et en même pas 6 mois, il met les équipes au sol. Plus personne ne comprend pourquoi il est là, on ne comprend pas ce qu'il demande. Alors que nous, on arrive à travailler un peu sur des choses plus horizontales. On est sur du pyramidal, on ne comprend plus. Donc, ce n'est pas tant effectivement le fait que l'association permette ça, si ce n'est pas incarné par la personne qui est à la tête, et si ce n'est pas écrit collectivement et porté collectivement, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, effectivement, le travail que toi tu as fait, c'est une vraie prise de conscience, une vraie volonté de le faire et de le faire avec tes équipes. Si ce n'est pas effectivement incarné par la personne qui est en poste, il ne se passera rien de tout ça, même si on est dans une association, même si on est dans l'ESS, même si on est dans le tourisme social. Donc, des choses qui, au départ, normalement, sur le papier, portent des valeurs très fortes. Ça ne peut pas marcher. Et la logique d'appel à projet peut être un vrai danger aussi. Vraiment. Oui, parce que c'est la concurrence. C'est la compète et on sort de la coopération. Mais vous n'êtes pas dans l'ESS, vous êtes une entreprise classique ou vous êtes une entreprise ESS, voilà. Donc, ce n'est pas forcément l'ESS, c'est la façon de concevoir les choses. C'est vrai que l'ESS est censé plus... la philosophie ne sont plus que certaines structures de l'ESS. Mais c'est ça, oui, il peut y avoir... C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouvais que Benoît Hamon, quand il avait lancé le fait de dire qu'il peut y avoir des entreprises qui étaient justement avec cet esprit un peu différent, ça avait du sens aussi. De ne pas laisser que les associations, les mutuelles, les coopératives et que les entreprises peuvent avoir aussi un mode de gouvernance différent. Et, voilà. Oui, parce que au final, je pense que c'est important, c'est de pouvoir créer les conditions pour que ça se fasse dans une position d'ouverture, pour que ça se fasse. En fait, on ne sert pas à grand-chose d'autre, sinon on est comme les autres individus. C'est ça aussi l'horizontalité. C'est que moi, je propose un cadre, mais ça ne sert à rien que ce soit toutes celles qui remplissent le cadre. Ça n'a aucun sens pour le coup. Par contre, en me positionnant comme je le fais, je permets de faire des choses. Et c'est grâce à ce que les autres vont apporter aussi que du coup, je vais pouvoir continuer à me positionner en m'ajustant, tout ça, et que ça va grandir ensemble. Mais ouais, on crée des conditions. Et je pense que c'est indispensable. Il y aura d'entreprises ou d'associations, nous, si on est une entreprise, pour proposer des modèles différents. Plus on aura des chances de vivre un futur un peu meilleur que ce qui s'annonce, quoi. Je crois que régulièrement, avec ceux avec qui tu travailles, vous faites des petits points de débrief sur ce qui va, ce qui ne va pas. On fait 2 fois par an minimum. Mais en fait, on le fait. Non, mais tu n'as pas coupé. Parce que c'était la première, tu n'étais pas là. Encore en vacances. Et puis, et là, non, on va en faire une là. Oui, on fait des briefs où chacun s'exprime librement tout ce qu'il a en